Je suis ivoirienne. Je vis présentement en Côte d'Ivoire. Et l'idée aujourd'hui de me présenter devant vous, c'est pour parler de mon tout premier roman qui s'intitule Impossible de rester. Voilà. Donc, on va échanger autour de ce livre pour ceux qui l'auront lu et pour ceux qui ne l'auront pas encore découvert. J'espère que ce sera l'occasion pour aller feuilleter ces quelques petites centaines de pages qui ont, qui ont été passionnantes à écrire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Impossible de rester est un roman. C'est un roman qui relate l'histoire d'une jeune ivoirienne du nom de Aram. Donc, Aram est une jeune dame dans la moyenne d'âge de moins de 30 ans et qui, par le coup de la vie, va assister au décès de son père en Côte d'Ivoire. Et par la suite, cela va entraîner un déclassement social de Aram et l'obliger à, comment dire, à réorienter sa vie en quelque sorte. Aram va décider que les opportunités du coup manquent en Côte d'Ivoire, que le déclassement social est difficile à tenir autant pour elle que pour sa famille et qu'en tant qu'aînée, il faudrait qu'elle peut-être elle aille voir sur d'autres cieux, ce qui est peut-être inhérent à la nature humaine, c'est que quand on est dans un lieu et que souvent on ne s'y sent pas, on essaie d'aller voir un peu plus loin. Je pense que c'est ainsi que notre très chère planète s'est peuplée. Donc, Aram, voilà, applique ce truc tout à fait naturel et décide d'aller dans un autre pays, s'installer et peut-être reprendre sa vie autrement. Donc, elle décide d'aller au Maroc. Pourquoi le Maroc? Ben, tout simplement parce qu'elle a son amie d'enfance qui étudie au Maroc, qui lui a parlé du Maroc, donc elle a décidé de ne pas aller finalement très loin, de rester sur le continent. Donc, c'est le cœur du roman se passe du coup au Maroc lorsqu'elle arrive là et qu'elle décide de s'installer, d'avoir une nouvelle vie, d'avoir un nouveau départ dans ce nouveau pays qu'elle ne connaît pas et qu'il faudra appréhender. Elle va se retrouver dans des situations assez diverses et variées, notamment Aram va se retrouver dans une situation où elle se rend compte elle est identifiée d'une nouvelle façon, qu'elle est vue selon une catégorie assez spécifique, celle d'une étrangère, celle de quelqu'un qui vit ailleurs. Et dans tout ce lot, elle va rencontrer divers personnages qui sont aussi des profils de personnes issues de pays subsahariens et qui se retrouvent au Maroc. Donc, ils vont un peu être frappés par ce même destin du vocable migrant. Donc, l'idée de ce roman, c'était justement de parler des questions de migration, d'immigration, d'émigration, mais d'en parler dans, surtout d'en parler dans une approche assez singulière afin de sortir justement de ces généralités. Généralement, quand on parle de migration, on a tendance à mettre les catégories de personnes mises sous ce truc, migrants, migrantes, sous ce vocable et ne rien voir d'autre de ces personnes que, que ce statut qui reste au final un statut juridique et peut-être rien de plus. Donc l'idée, c'était à travers l'histoire d'Aram de rentrer dans l'histoire singulière d'une personne, ses joies, ses douleurs, sa vie intime, de montrer que elle était autre chose que cette personne qui se retrouve dans un contexte différent et qu'il pouvait avoir aussi toute cette sensibilité, toute cette intimité à partager. Donc, c'était vraiment le premier parti pris pour déconstruire ces clichés autour de la migration, déjà dans un premier temps. C'était aussi un parti pris que le personnage soit féminin, parce que aussi dans ces clichés stéréotypés, on a tendance généralement à se dire que l'imaginaire collectif voit sous le vocable du migrant un jeune homme vigoureux, assez jeune et qui souvent est dans un parcours d'immigration régulier. Donc, le personnage d'Aram était aussi construit autour pour pour casser ces préjugés, montrer une femme forte qui vient de façon, qui décide d'avoir
un projet migratoire et qui décide de le faire de manière légale. Après, il va se passer plein de péripéties au cours de cette vie au Maroc qui va durer plusieurs années, à la différence de peut-être ce qu'elle pensait ou de ce qu'elle espérait trouver, mais n'empêche, c'est l'histoire d'une femme migrante et qui se retrouve voilà, face à ce nouveau contexte et qui va devoir s'adapter et justement s'interpelle autour de elle-même son identité. Donc, ça va être l'occasion pour la première fois, je pense, dans la vie d'Aram de se demander en fait qui elle est. Elle était juste une Ivoirienne issue d'une famille aisée, d'un milieu social aisé. Et là, elle se retrouve dans un contexte différent, dans un pays différent, en situation de précarité, en situation irrégulière. Et donc, le regard que les autres portent sur elle et le regard qu'elle-même porte sur elle va être justement mis en avant, mis en exergue tout le long de ce roman. Je profite pour dire à tout le monde que s'il y a des questions, merci bien d'utiliser le petit onglet. Normalement, vous avez un petit onglet où il y a un point d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions là, histoire voilà, que ce soit un moment de partage et que je ne monopolise pas forcément la parole. Ce n'est pas l'objet. Donc, pour revenir à l'idée vraiment principale de ce livre, j'avais décidé de peut-être lire quelques extraits. Ce serait mieux d'entendre Aram parler, l'histoire étant en arabe, et montrer comment tout le long du projet, du roman, on voit justement Aram en train de s'interpeller autour de cette nouvelle catégorisation, autour de cette nouvelle définition du mot migrant par lequel elle est identifiée tout simplement. Donc là, j'ai envie d'aller à la page 32 où elle exprime bien cette entrée de scène. En fait, c'est Aram qui se retrouve dans son milieu social avec son ami. Elle a un ami qui va la suivre tout le long de cette aventure, Paul, qui lui propose lors d'un séminaire où on parle migration de venir raconter, de venir témoigner de sa vie et de sa condition de migrante au Maroc. Et donc, Aram se retrouve devant une assemblée et là, elle décide de parler d'elle et naïvement, elle parle de choses intimes, de choses de sa vie. Et à un moment, elle se rend compte que c'est peut-être pas ça qui est attendu d'elle. Et donc, elle se met à peut-être s'interpeller elle-même, en fait. Donc, à la page 32, je lis le bout d'extrait pour vous. Je lis la déception dans vos yeux parce que ce n'est bien évidemment pas ce que vous espériez entendre. Quoi? Je ne raconte pas comment j'ai été contrainte de me prostituer, ni pourquoi je suis devenue l'esclave du délinquant véreux qui m'avait acheté. Je ne vous accable pas des viols à répétition dont j'ai été victime depuis cette aventure insensée. Il n'y a ni tragédie, ni catastrophe innommable dans le récit que je viens de faire. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on nous l'a amené. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler d'Henri. Je me dois tout de même de satisfaire quelque peu à vos attentes. Que vous ayez eu l'amabilité de me convier à votre banquet et à la dégustation de ces délicieux petits fours justifierait que je fasse au minimum ce qui m'a été demandé. Henri est le profil que vous recherchez certainement. Il a l'étiquette de l'aventurier venu défier les grillages de Mélila. Il porte le sceau du fantasme qui alimente votre imagination. C'est un Africain, un immigrant, dit-on ici. Celui dont parlent sans cesse les médias pour illustrer la plaie qu'est devenue le fait de partir de chez soi et de se retrouver dans l'errance. Henri est un de ces errants que vous rencontrez certainement chaque matin en vaquant à vos occupations. Sa vie marocaine aussi entre recherche d'un boulot pour survivre et stratégie pour échapper à la police. Cela me ramène à la dernière promenade qu'il a faite avant que cette nouvelle politique migratoire que vous demandez de glorifier n'ait été engagée. Donc voilà, là on voit Aram qui, justement en évoquant cela, montre bien qu'elle n'est tout simplement, elle ne se reconnaît pas dans ces cultures par lesquelles les personnes migrantes sont généralement identifiées. Par contre, cela l'amène néanmoins à évoquer Henri qui est
la personne dont elle tombera amoureuse au cours de cette vie marocaine et qui, lui, par contre, répond bien au cliché, à ce stéréotype de jeune africain, on va dire, parti de chez lui, avec la tête pleine de rêves d'Europe. Et là, Henri, lui, il répond bien à à cette catégorie. Donc, elle l'évoque en disant, mais là, c'est pas moi, c'est peut-être Henri, c'est pas moi, c'est pas non plus d'autres. On retrouve cette, tout le long du récit, on voit que Aram revient régulièrement sur cette catégorisation et sur ce regard qui est porté sur les personnes en situation irrégulière, notamment les personnes issues des pays d'origine subsaharienne. On le retrouve aussi à la page 60, vous verrez, où elle dit, par exemple, nous sommes finalement, nous découvrons désormais que nous formions tous, pays confondus, un bloc homogène de ressortissants du Sub-Sahara. Donc, on a Aram qui a créé un nouveau pays ou un nouveau continent à voir. Elle l'appelle Sub-Sahara et elle dit, dans ce nouveau continent, on est le même archétype, même caractéristiques, même langue présumée. Nous étions une entité uniforme qui facilitait le fait que les actes de l'un valaient pour tous, les péchés de l'un étaient payés par tous et les crimes de l'un poursuivaient les autres à jamais. Pour désigner un ressortissant d'un pays au sud du Sahara, on pouvait employer indistinctement subsaharien ou migrant, ça voulait dire la même chose. On savait que vous parliez de ces noirs clandestins venus d'Afrique pour passer au Maroc et rejoindre l'Europe. C'était des conditions cumulatives. S'il est nécessaire de vous brosser un portrait de ces personnes, sachez que la terminologie elle-même indique l'inventaire des préjugés et stéréotypes dressés à l'encontre de cette population. Des personnes qui viennent du Sud et donc de la région la plus pauvre de la planète. C'est aussi l'Afrique, continent placé en queue de peloton. C'est une zone après le Sahara, donc on s'imagine forcément le néant derrière l'immensité du désert. Une personne issue de cette région où on vivait probablement comme à l'âge de pierre était bien évidemment d'une classe socialement inférieure. Dans son parcours migratoire l'amenant au Maroc, elle avait assurément fait la route à pied, était entrée au Maroc par l'Algérie, ne possédait obligatoirement aucun type de séjour, elle était donc illégale et clandestine. Elle rêvait de l'Europe, son hygiène était douteuse et sa santé délétère. Hormis les problèmes d'hygiène, tout cela correspondait bien à Henri. En effet, mais pas à moi, pas à Joanne, encore moins à Ousmane, pas même à Paul. Camerounais lui aussi, pourtant de ce mélange résultait le prototype du migrant. Pour distinguer les hommes des femmes, il fallait cocher d'autres cases. Pour la femme, associée-y, prostituée dans les quartiers de Casa et Rabat, victime de traite et certainement violée à plusieurs reprises. Pour les hommes, ajoutez plutôt arnaqueurs, escrocs, trafiquants de drogue. Si vous ne rentrez pas dans toutes ces cases, vous bousculez les certitudes arrêtées contre ces gens méconnus. Vous devenez atypique, inintéressant, parce que votre vie manque de misère, de drame et de catastrophe. Le plus étrange, c'est qu'on finit par s'accommoder de toutes ces qualifications dont on se force à devenir les synonymes. C'est pour cela que je ne souhaitais pas voir Neza à la tête. J'espérais m'épargner d'interminables discussions sur la sémantique du mot noir et ses dérivés. Non, je ne voulais pas réfléchir non plus à cette future association à laquelle elle espérait vivement me voir adhérer. Même si l'envie m'en prenait parce que je trouvais l'initiative de Neza intéressante, je refusais de me projeter, imaginer que dans quelques mois, je serais encore là, me donner des frissons. Donc voilà, on retrouve justement cette préoccupation d'Aram tout le long de l'histoire qui la hante en fait et dont elle ne cesse de parler. À travers aussi les personnes qu'elle côtoie, donc elle le disait dans le passage, il y a son amie Joanne, qui est étudiante, qui vient du même milieu aisé qu'elle. Il y a aussi Patrick qui est un Ivoirien, cadre d'entreprise. Donc elle rencontre une diversité de profils et l'idée était de montrer justement que nous n'avons pas un bloc homogénéisant quand on parle des personnes migrantes et quand on parle des personnes en situation d'irrégularité dans un pays comme dans un autre. C'est aussi pour ça que le personnage d'Aram est un personnage de l'entre-deux. Vous verrez, elle arrive à entrer dans ces différents milieux
parce que justement, elle vient d'un milieu aisé, elle se retrouve dans une situation de précarité, elle côtoie ces différents milieux et cela justement permet de faire l'éventail de ses profils et de toucher la réalité de ces personnes, la réalité de certaines catégories notamment qui vont connaître des réalités de précarité au travers des arrestations, au travers de la complexité de l'accès à logement, ce qui est la situation particulière de Henri notamment, et aussi au travers de toute l'usure qui accompagne une personne quand elle est en situation irrégulière dans un pays où justement l'immigration est un délit et qu'il faut en gros s'arranger pour sauver sa peau et pas se faire prendre par la police, pas se faire prendre par les autorités et pouvoir passer entre les mailles. Donc tout le long du livre, cette réalité-là qui en fait n'a rien de fictionnel, c'est une réalité des personnes issues des pays subsahariens qui est décrit tout le long de ce, tout le long de ce récit à travers le regard, à travers les yeux d'Aram. Dans la description des personnes, on voit aussi le rapport à l'altérité que Aram, elle réalise. Elle va justement se poser la question sur elle-même, son identité, dans toute cette identité qui lui est ramenée, qui elle est vraiment, et son ressenti par rapport à cette catégorisation. Elle dit, par exemple, dans le roman, je débarque, j'étais ivoirienne, j'arrive et je suis désormais africaine, je suis noire et je suis subsaharienne. Qu'est-ce que cela dit d'elle? C'est ce qu'on voit d'elle, mais qu'est-ce que cela dit d'elle réellement? Elle n'en a pas forcément, voilà, pour elle, ce n'est pas vraiment ce qui la définit, mais n'empêche, c'est comme ça qu'elle est désormais vue et c'est sous ce vocable qu'elle est prise. Donc, on le retrouve aussi, ces interrogations, vous le retrouverez justement à la page 29 dans le livre où dès les premiers moments, tout de suite, quand elle commence justement à s'interroger sur cette vie marocaine, elle se pose la question de finalement, voilà, cette nouvelle identité, en gros, qu'est-ce que peut-être je pourrais en faire. Dans cet espace, elle dit, par exemple, à la page 29, dans cet espace d'attente, parce que pour elle, le Maroc finalement finit par devenir un espace d'entre-deux aussi, où elle ne trouve pas sa place dans un milieu où elle est. Elle est visible, mais invisibilisée. Donc, elle s'interroge dans cet espace d'attente. Je m'accoutumais à la nouvelle identité de subsaharienne, suspectée de vouloir passer en Europe dont on m'avait affublé, tout en me refusant au passage ma vraie nationalité qui pour la plupart était pareille à une autre. Personne ne voulait voir ni même s'attarder sur la différence entre un Sénégalais et un Tanzanien. Nous considérer tous comme des Africains évitait l'effort de devoir se remémorer les leçons de géographie oubliées, voire ignorées. Africain suffisait amplement, on n'allait pas être tatillon jusqu'à exiger de préciser nos nationalités, d'autant plus que dans l'imaginaire collectif, africain ramenait largement à noir. Le noir, c'était la couleur de ce voisin infréquentable et peu recommandable. On voulait tellement s'en éloigner qu'on allait soustraire le Maghreb à son africanité et continuer de balbutier lorsqu'il fallait l'évoquer. On ne trouvait pas toujours d'arguments assez solides pour le balayer du revers de la main. Donc voilà, elle pose clairement le fait que voilà, ici, je ne suis peut-être plus ivoirienne, je suis juste une subsaharienne. J'ai une question. Bonjour. Pensez-vous qu'aujourd'hui, quel est le pourcentage de personnes qui ne connaissaient pas leur identité? Le pourcentage de personnes qui ne connaissaient pas leur identité. Je ne sais pas si j'ai raté un bout de la question, si possible de la reformuler. Je ne sais pas de quelle personne vous faites allusion exactement. Si vous pouvez préciser votre question. Ou sinon, si l'idée c'est de débattre sur la notion d'identité de façon générale, en fait. Ouais, ouais, il faut
Je vous conseille de poser les questions au niveau du point d'interrogation, le petit onglet. Ça me permettra ce sera plus facile de lire parce que ce n'est pas évident de défiler quand les questions sont dans le commentaire. Donc, s'il y a ma moto, vous pouvez reposer votre question, ça va être plus simple pour moi. Ok, je continue toujours sur ce ressenti, sur l'identité, sur la notion d'identité. Et là, c'est une identité assez spécifique, hein. Dans ce roman, on voit que le personnage Aram, elle focalise justement sur cette identité qui la ramène tout simplement à son idem, en fait, occultant toutes les autres questions, en fait. Elle n'est pas dans un cadre où elle peut évoquer son éducation, elle ne peut pas évoquer la profession qu'elle a appris. Elle est juste cantonnée au fait qu'elle est une personne étrangère dans un contexte différent, une personne en situation irrégulière, et que cela compte dans son intégration, cela compte dans son installation dans ce nouveau pays. Et aussi, l'un des clichés qui est cassé dans ce roman, c'est que le Maroc est présenté de façon systématique comme un pays de transit. Généralement de transit quand il s'agit de parler de personnes issues de pays du Sud. Alors que voilà, on a un personnage ici qui dit, moi, j'avais besoin de partir de chez moi. Après, l'idée, c'était de pouvoir m'installer au Maroc et de refaire ma vie. Mais n'empêche, j'arrive, les conditions sociales, les conditions juridiques, le statut administratif devient handicapant et elle est obligée de se projeter à nouveau sur un autre ailleurs. Impossible de rester chez elle. Elle part au Maroc au bout de 4 années de vie et au bout de toutes ces difficultés, ces souffrances qu'elle va connaître, dans des joies aussi, n'empêche, c'est quand même un récit de vie. Elle décide que peut-être que finalement, voilà, sa vie ne va pas se faire au Maroc parce que les conditions requises n'y sont pas favorables. Sans titre de séjour, impossible de travailler, impossible de s'intégrer, impossible, avec tout le ressenti qu'on est dans une société où on n'est peut-être pas toujours accepté. On n'est pas dans un contexte de rejet systématique de l'étranger, voire de personnes de couleur noire de peau, mais où n'empêche, on se lève souvent le matin en se demandant est-ce que finalement c'est là que je pourrais faire ma vie et reprendre tout ça à zéro. À la page 58, par exemple, vous voyez déjà, dès le début, la question se pose. À la page 58, elle revient à nouveau sur cette question d'identité. Aram s'interroge à nouveau dans un autre contexte où elle se retrouve avec une jeune Marocaine qui essaie de la découvrir, qui essaie de lier de l'amitié avec elle et qui justement se confronte aussi à ses propres clichés, à ses propres stéréotypes. Et là, cela interpelle Aram à un moment et elle dit en parlant de cette jeune Marocaine qui s'appelle Neza, elle avait tellement insisté lors de notre dernière discussion que j'avais fini par céder en partie en admettant qu'elle avait raison, que nous appeler subsahariens était tout à fait juste, mais que dans le contexte marocain, je n'étais plus certain que ce mot fût fidèle à son premier sens. Derrière son usage, il y avait tellement de clichés, tellement d'amalgames, tellement de confusion que j'en étais arrivé à le rejeter. Je fis donc savoir à Neza qu'en se limitant uniquement à cet aspect, elle passait à côté de bien d'autres curiosités et qu'elle ne se rendrait jamais compte que la Guinée-Conakry se situait à des milliers de kilomètres du Tchad, que si je ne me plaignais pas d'être identifiée comme une subsaharienne, parfois j'avais complètement envie qu'on reconnaisse l'ivoirienne qui était en moi, que j'en avais assez d'entendre des gens me demander aimablement si je venais du Congo ou du Sénégal. Comme leur perspicacité leur permettait de faire le tri dans un tas de noirs, alors qu'il aurait été plus simple de juste me demander de quel pays je venais, afin d'éviter de se confondre en justification chaque fois que je répondais non, je viens de la Côte d'Ivoire. Et qu'il rétorquait, ah d'accord. Je me disais pourtant qu'Aram était un nom sénégalais. Neza était un peu de cette catégorie-là, mais avec moins d'assurance sur ses immigrants, ce qui faisait que je l'appréciais un peu plus. Neza n'avait pas encore compris que je me payais sa tête comme beaucoup de personnes ici. D'autant plus que le Sub-Sahara semblait la 194e nation à avoir demandé l'adhésion aux Nations Unies. On se découvrait ainsi en atterrissant au Maroc une identité de subsaharien
Mon usage devenait tellement régulier que je me demandais parfois si je n'avais pas acquis une autre nationalité. J'avoue que j'hésite toujours. Quand je dois remplir une fiche de renseignement, j'ai tendance à vouloir mettre nationalité d'origine ivoirienne et nationalité d'acquisition subsaharienne. C'est presque vrai, du moins au vu de la signification de ce mot. J'apprenais fastidieusement à connaître ce nouveau territoire unifié qui s'étendait du sud de la Mauritanie à l'Afrique du Sud. Moi qui peinais encore à maîtriser ne serait-ce que l'espace CEDEAO et pour qui l'Afrique centrale était déjà un voisin bien lointain. Donc voilà, encore quelques passages que j'ai voulu partager avec vous sur cette question qui traverse tout le long du livre. Je vois qu'il y a des questions. Aminata, les questions dans l'anglais s'affichent pas pour visiblement. Ouais, je n'arrive pas à voir vos questions. Je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est moi, excusez-moi. J'essaie de défiler juste pour essayer de rattraper ceux qui sont possibles. Bah, malheureusement, je ne vois pas les questions s'afficher sur mon écran. OK. Ben, on me dit que ça ne fonctionne pas. D'accord. Ben, donc, je vais continuer à parler, à partager avec vous les quelques éléments que j'avais prévus. Et puis, en espérant que ça fonctionne à un moment, ou sinon, voilà, j'espère au moins que je vous aurai intéressé au roman. Dans le livre, on voit bien, vous le remarquerez pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui le découvriront, que le personnage d'Aram est un personnage assez central et c'est autour d'elle que tout se construit et c'est à travers son regard qu'elle elle fait une sorte de témoignage de tous ces personnages, qui, de tous ces profils qui sont qui sont autour d'elle et qui vivent cette aventure marocaine avec elle. Et un autre élément qui transparaît aussi dans le ressenti d'Aram, c'est la question du racisme dans un contexte, voilà, on connaît le Maroc reste un pays du continent africain, mais le Maroc reste aussi un pays du continent africain qui est généralement vu comme l'Afrique blanche pour parler. Et donc, cette Afrique blanche au contact d'une Afrique noire, les choses ne sont pas forcément, elles ne sont pas aussi scindées, mais n'empêche que souvent dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que ce pays est perçu d'abord comme une Afrique blanche, alors que le Maroc reste un pays colonisé. Et donc, dans ce contexte, Aram se retrouve aussi à vivre l'expérience du racisme, à vivre l'expérience de, 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 du rejet, du rejet parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas identifié à la majorité. Comme quelqu'un disait, on devient une minorité, on devient une couleur quand on est une minorité. Et donc, Araman étant une minorité, elle prend conscience de cette couleur et du rejet que cette couleur peut apporter voilà, peut entraîner dans le contexte. Donc, je voulais lire aussi quelques passages, ce serait bien plus intéressant que moi en train de monologuer, j'imagine. À la page 54, pour ceux qui ont le livre, voilà, on voit qu'elle aborde ces questions-là à partir de ce moment-là. Il vient de façon assez subtile au début et là, à partir de ce moment-là, elle le pose de façon claire où on peut justement le voir parce qu'elle vient de subir une scène de racisme ordinaire dans un supermarché avec sa copine et que deux femmes ont juste vu des commentaires dans ce sens. Et donc, elle l'amène à réfléchir et l'extrait commence comme ça. Une fois qu'on a découvert qu'on est noir en Afrique blanche, bien sûr qu'on devrait s'habituer à ces petits inconforts du quotidien. Ce serait exagéré de se plaindre pour des contrariétés de ce genre. On devrait s'accoutumer à ces blagues pourries, aux ricanements qui suivent votre passage, aux insultes crachées par des bouches malpropres. On est forcé de comprendre que ce traitement n'est pas réservé qu'à soi, qu'il faut l'accepter et ne pas en tenir compte. Il n'y a que ces cons qui vous pourrissent votre moment, votre journée. Tous les autres
sont bons, ouverts, tolérants. Je ne peux m'empêcher de me remémorer ma discussion avec Paul. Il me relatait les inquiétudes de sa voisine guinéenne, maman d'un garçon de 5 ans qui ne savait pas encore qu'il était noir. Pour lui, il était marron et ses petits copains de l'école étaient belges. Que lui raconterait-elle le jour où il voudrait savoir ce que signifiait Asie? Ce mot, elle ne pouvait le supporter même après 10 ans de vie au Maroc. Elle s'alarmait de n'avoir trouvé ni l'occasion, ni le moment pour lui faire savoir qu'il était noir alors que le temps pressait et qu'elle devait le préparer à l'échéance où ce seraient des inconnus qui se chargeraient de le lui faire comprendre. Sa peur ne cessait de grandir car ce mot était très souvent employé en présence de son petit garçon. Bientôt viendrait le jour où il comprendrait qu'il lui était adressé, qu'il lui était adressé. Il voudrait savoir pourquoi il était désigné ainsi. Pourquoi des inconnus à qui il n'avait causé aucun tort leur jetaient ce mot à la figure avec cette ponctuation de mépris qui lui donnait tout son sens. Comment explique-t-on la bêtise à un enfant? Comment protège-t-on son enfant de la bêtise? Chaque jour était un souci au cours duquel elle priait pour qu'on préserve son fils de tant de laideur. Pour qu'on le laisse continuer de croire qu'il était marron, peut-être jaune, vert s'il le voulait, qu'il pouvait user de toutes les palettes des couleurs dont regorgeait ce monde coloré et pour que personne ne l'enferme dans une catégorie à laquelle il ne voudrait pas appartenir. Dans ce monde absurde, on se retrouve à expliquer l'évidence à un enfant pour espérer en faire un adulte de demain. Le plus frustrant est de se sentir si impuissant face à cela. Réagir, mais comment? La violence par la violence, par la pédagogie à 2 balles sur le trottoir d'une rue, au fin de ne rien entendre, ou encore, et ou en étant encore plus humilié. Donc voilà, on a aussi des passages comme ça. Vous retrouverez aussi ces questions qui l'interpellent dans les derniers chapitres lorsqu'elle est dans une nouvelle dynamique d'un ailleurs autre que le Maroc, où elle se retrouve dans la ville particulière de Tanger ou à Tanger. Justement, pour ceux qui connaissent le contexte marocain, est une ville reconnue pour être un lieu de transit où généralement les personnes dans un projet migratoire pour l'Europe passent ou certains passages obligés, souvent pour préparer l'Europe. Là, à nouveau, elle va être confrontée à cette vie quand on est en situation irrégulière dans ce contexte. J'essaie de faire une pause et de voir si j'arrive à retrouver les questions à nouveau. Voilà, je suis quelqu'un qui je m'acharne, mais j'aimerais pas que des questions passent à la trappe. Les questions peuvent être posées, voilà, je reviens, c'est toujours la même chose. Ok, bah, c'est une question qui revient sur la notion encore de l'identité. Je pense que voilà, je l'ai abordé en long et en large. Au-delà de ça aussi, c'est un livre qui permet de comprendre aussi toute la dynamique migratoire qui se joue de façon contemporaine, bien entendu, qui se joue dans le contexte marocain, de voir un peu l'évolution de cette problématique au niveau marocain, comment les politiques publiques, notamment, se tissent et comment ces politiques publiques peuvent souvent être en complète absurdité ou en complète contradiction avec la réalité de la vie des personnes. On a des profils comme par exemple Paul Pierre, le meilleur ami de Aram, qui se retrouve marié à une Marocaine, mais marié de fait parce qu'en situation irrégulière, ne pouvant pas formaliser leur mariage et donc ne pouvant pas avoir accès au travail, ne pouvant pas reconnaître ses propres enfants. Je vois une question, peut-on parler de rédemption quand il y a retour après migration ou tentative de migration? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut parler de rédemption? C'est un mot rédemption, c'est fort pour moi. Moi, dans mon appréhension, la mobilité, j'aime plus mobilité que migration parce que ce mot migration, il devient de plus en plus chargé. La mobilité est inhérente à l'humain. On est dans un endroit où on bouge. La preuve, quand on fait 2 jours enfermés chez soi, on a envie de sortir. Le contexte Covid montre de plus en plus que l'homme est intrinsèquement lié à la mobilité. Donc, parler de rédemption quand on revient, non. Moi, j'estime que ce sont des expériences, c'est une aventure, on l'attend et quand ça va, tant mieux. Si ça va pas, souvent, ça peut fonctionner. L'aventure peut fonctionner. Le projet migratoire peut être
heureux, comme on dit, et on peut décider de revenir, de retourner au pays d'origine. Je pense que c'est aussi de plus en plus ce qui est amené à voir. Les gens sont dans une mobilité circulaire, les gens sont dans l'entre-deux, le pays d'origine, le pays d'arrivée, le pays de départ. Les gens se définissent plus aujourd'hui comme des citoyens du monde, attachés à leurs racines souvent, mais attachés aussi à ces pays qui, voilà, qui ont impacté leur vie, dans lesquels ils ont connu des conséquences. Donc, rédemption, moi, je n'ai pas cette approche, on va dire, mystique ou spirituelle de la migration. Pour moi, c'est une mobilité, on bouge. Après, les modalités de la mobilité peuvent déterminer voilà, dans quelle catégorie sociale on se retrouve. Les personnes qui ont plus aisées vont avoir une mobilité plus aisée et donc pouvoir avoir des visas, pouvoir bouger. Et des gens comme Henri, qui est un peu le cliché de ce qu'on appelle migrant, mais qui reste aussi une personne en mobilité, vont se retrouver à rencontrer plus de difficultés pour pouvoir juste exercer cette mobilité qui notamment est reconnue dans les conventions de droits de l'homme pour ne pas faire cette touche. Donc voilà, pour moi, c'est plus j'ai une question. Selon moi, l'identité d'une personne commence par quoi? Ben, pour moi, l'identité d'une personne commence par ce qu'elle dit de vous. C'est aussi peut-être tout ça dans le roman. À un moment, Aram, elle s'interpelle où elle dit, pourquoi vous me demandez si je suis, pourquoi vous devinez que je suis sénégalaise ou ivoirienne? Demandez juste moi qui je suis. Je pense que c'est le plus simple. L'identité de quelqu'un est ce par quoi il se définit et on a des identités plurielles, on a des identités multiples et et elles peuvent bouger aussi selon ce qu'on a envie de mettre en exergue. Moi, là, aujourd'hui, je suis devant vous, je suis Aminata Pagny, auteur d'un roman, autrice d'un roman, qui est en train de discuter avec vous. Donc, vous avez en face l'écrivain, ça fait partie de mon identité. Je suis par ailleurs d'autres choses dans le cadre professionnel, je suis autre chose dans la vie familiale, je suis d'autres choses dans la vie personnelle. Voilà, donc pour moi, l'identité est multiple et ça dépend de ce qu'on a justement envie de mettre en avant. Et je pense que c'est aux autres justement de respecter cette identité qu'on veut. Si moi je décide d'être Aminata aujourd'hui, je suis Aminata et on doit respecter ça et pas dire je suis Liliane parce que Liliane c'est mon autre prénom, mais si j'ai pas envie d'être Liliane, voilà, j'ai pas envie d'être Liliane. Ma question concerne l'écrivain. Comment avez-vous rencontré Aram? Je ne sais pas sur de l'orthographe. Et effectivement, le Aram, il est sans H, c'est A-R-A-M. En le prononçant, on aspire le A, donc ça peut donner ça, c'est pas bien grave. Donc, ce n'est pas, je pense que Aram ne s'offusquerait pas d'une faute dans dans son nom. Comment j'ai rencontré Aram? Ben, c'est une bonne question. Je pense que Aram s'est dévoilé ou s'est présenté à moi pour faire un peu dans le truc mystique, dans le genre, les écrivains souvent, comme si c'est une illumination. Non, non, je pense pas que ça a été jusque-là. J'avais envie de raconter cette histoire. Je travaillais sur les questions migratoires, je rencontrais des gens, j'avais plusieurs récits en face de moi. Et voilà, et ce qui me frappait généralement, c'était que souvent quand les personnes elles-mêmes, elles venaient me rencontrer dans le cadre de mon travail, souvent, la première chose elle me disait, je suis migrant. Et j'avais toujours cette blague de leur dire, non, t'es pas migrant, tu es d'abord X, tant. Voilà, l'idée est partie de là. L'idée aussi est partie du fait que, ayant été sur ces questions, ayant travaillé sur ces questions, je me suis dit à un moment qu'on faisait des rapports, on faisait du plaidoyer pour l'accès aux droits des étrangers, notamment au Maroc. Je me suis dit, l'aspect littéraire pouvait être aussi une entrée pour discuter de cette question, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Je me disais qu'avec un livre, voilà, qui est une fiction neutre, on sortait, on ne braquait pas les gens parce que souvent, l'approche militante est souvent braquait et ne fédérait pas toujours et qu'avec un livre, on pouvait avoir l'occasion de discuter de ces questions de façon sereine, de façon calme et aussi de mettre en avant cette réalité que souvent même des gens qui vivent dans le contexte marocain ne peuvent pas toujours. Donc, c'est un peu, voilà comment Aram s'est dévoilé à moi et voilà, c'était évident que ça allait être un personnage féminin parce que pour l'instant, mon rapport à l'écriture, c'est que je ne suis capable d'écrire que des personnages féminins. Voilà, j'ai accompagné Aram de quelques personnages masculins que vous découvriez, Henri et Paul, mais c'était une évidence que c'est Aram. Et ce personnage justement de l'an 2 où Aram cassait tous les clichés,
c'était cette idée que j'avais envie de porter dans ce roman. Ok, je vois si j'ai d'autres questions. Je crois que j'en ai. Je ne suis pas vraiment la plus douée avec. Peut-on parler? Ouais, ça, je pense que je l'ai évoqué. Ben, il y a quelqu'un qui me dit merci pour votre indulgence. Ah ben, vous direz aussi merci à vous pour votre indulgence parce que c'était un exercice tout nouveau pour moi et j'espère que vous arrivez à pas décrocher depuis le début. Ok. Je vois que je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent. Donc voilà, en gros, comme je disais, il nous reste un petit quart d'heure. Et donc, si je ne vois pas d'autres questions, je vais peut-être essayer, moi, voilà, de conclure tout ça. S'il fallait retenir deux, trois idées, c'est que voilà, ce livre, j'estimais que c'était quelque chose qui devait peut-être être écrit dans le contexte marocain. Je ne dis pas que c'est le premier roman qui parle de ça. Il y a de nombreux récits, de témoignages de personnes ayant eux-mêmes vécu l'expérience migratoire au Maroc qui ont écrit de multiples témoignages sur cette problématique. Moi, je voulais l'aborder sous l'angle de la fiction parce que ce n'était pas mon histoire et que je me disais que c'était plus intéressant et que cette histoire me semblait plus intéressante que ma propre histoire déjà. Et aussi, c'était pour moi une première expérience dans mon rapport à l'écriture qui était un rapport assez intime. Voilà, je ne publiais, on va dire, mais j'écris depuis longtemps, essentiellement de la poésie. Et c'était aussi pour moi un défi de pouvoir écrire une œuvre fictionnelle qui permet aussi cette distanciation, d'être à la fois dans ce qu'on écrit, mais d'être à l'écart. Donc, c'était une première expérience assez passionnante qui s'est conclue avec cette publication auprès des présences africaines et qui aussi, pour moi, s'inscrit dans ce tour voilà, de mon écriture au quotidien. Et comme je le disais, je dirais pas plus engagée. Pour moi, je ne sais pas si mon écriture est engagée. Ce livre, il a été écrit aussi pour témoigner, pour que demain, ça reste, que nous serons dans un autre contexte, mais que ce soit voilà, à travers une histoire fictionnelle, on puisse dire, ah oui, il y a ça qui s'est quand même passé dans cette partie du continent et que peut-être, voilà, plus jamais ça, que les choses s'améliorent et que la migration soit vue sous un œil plus positif et pas sous le regard de problématiques de questions comme c'est dans le discours ambiant en ce moment. C'était aussi porter ça, c'était aussi aller vers l'autre. Voilà, mon écriture, il est tellement personnel et intime que c'était aussi un défi de pouvoir aller vers les gens à travers un roman et de pouvoir discuter avec les personnes. Donc, je m'inscris un peu dans, dans cette logique d'écriture assez intimiste. Je n'ai pas la prétention d'être un auteur engagé, pas encore. Mais n'empêche, pour moi, l'écriture dans ma vision, c'est une activité engagée. Tout qu'on fait quand on écrit, on prend un risque. Écrire cette histoire, c'est prendre un risque. Tout ce que, voilà, écrire, ça engage. Écrire, c'est prendre la parole. C'est un moyen d'aller vers l'autre. C'est aussi, pour moi, peut-être le moyen par excellence pour moi de rejoindre la communauté humaine, on va dire, de sortir de la solitude que j'ai chérie tant et de la mélancolie qui m'habite généralement et qui me donne l'occasion là. J'ai le privilège de me faire écouter de vous. Et ça, c'est l'écriture qui permet cette magie-là. Je regarde encore si j'ai des questions qui sont arrivées en temps. Pouvez-nous lire? Ah, il y a quelqu'un qui me demande, pouvez-vous nous lire le paragraphe le plus marquant pour vous en conclusion? Le paragraphe le plus marquant pour nous en conclusion, ça va être, pour moi, ça va être un gros défi. Pour moi, il y a plusieurs points comme ça. J'en ai cité quelques-unes. Les extraits que je vous ai lus sont des moments, je pense, sont des moments assez forts du livre. Le paragraphe le plus marquant, honnêtement, je pourrais pas en choisir. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, vu que le récit, il est progressif. À chaque station, vous trouverez des choses sur lesquelles Aram s'arrête et qui peuvent amener à une réflexion à la fin. Le destin que va connaître Henri, ça peut être des moments en fonction des sensibilités de chacun, ça peut être un moment assez marquant
le moment où elles décident d'un nouveau projet migratoire, ça peut être un moment assez marquant. Le moment où elle est confrontée à la fuite parce qu'ils sont dans un cas d'expulsion dans dans, dans sa vie au niveau de congé peuvent être des moments assez marquants. Je pense que j'invite plutôt, je vais garder ça et vous laisser le lire pour que plutôt vous me dites qu'est-ce que sont les paragraphes qui ont été les plus marquants. Ça va peut-être être mieux dans ce sens-là, je pense. C'est très intéressant. Merci beaucoup. OK. Bon, je fais une dernière revue. Si j'ai pas de questions qui passent à la trappe, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai pas envie de me relancer dans d'autres grands sujets et que nous soyons interrompus. Voilà, OK. Ça va. Je pense que pour les questions que j'ai pu voir, j'ai l'air d'avoir répondu. Donc voilà, je pense on va s'acheminer vers la fin de ce moment qui, j'espère, vous avez pris plaisir ou vous donne l'intérêt d'aller découvrir cette histoire de Ram, de cette jeune femme qui est assez singulier, même s'il s'inscrit dans une thématique où tout le monde a tendance aujourd'hui à parler, à dire qu'il en sait plus. Je vais profiter pour remercier Présence africaine de m'avoir permis d'échanger avec vous de ce moment dans le cadre de ce club de lecture. Je dis merci à Marie-Cathy. J'espère que je m'en suis sortie. La pause a été plusieurs séances de brief. Je vous, je vois passer. Attendez, excusez-moi. Je n'ai vraiment pas envie de laisser des gens. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai une question. Peut-être qu'il faut la poser vite avant que ça coupe parce que on risque de... Merci à vous, mais merci. Merci aussi. Bon, j'ai des merci qui arrivent. Je dis merci à tout le monde. Merci d'être resté tout le long de cette question. J'ai une question. Yaya Mato a une question. Ben, il faut la poser peut-être vite, vite. Sinon, là, on risque de... Il dit merci. Merci. Ben, c'est la séance des merci. Et je vous dis aussi vivement merci. À bientôt. J'espère une bonne santé à tout le monde dans ce contexte Covid. J'espère qu'on va en sortir vite de ce contexte assez pourri et que rapidement on pourra se retrouver pour des vrais moments d'échange où on peut voilà, être dans une salle, échanger autour de livres, échanger autour de la littérature et que le contact il soit moins virtuel que celui-là. On a déjà ça, c'est bien, c'est tant mieux, on a pu passer une bonne heure ensemble, mais vivement, vivement, vivement qu'on puisse se rencontrer faire des dédicaces et peut-être voilà, mettre des visages sur les noms qui passent et sur les profils qui passent. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine à tous et à tous et à très bientôt pour d'autres moments de club de littérature. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il va lire mon travail, ben merci, ça me fait plaisir. J'espère que vous prendrez plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt et bonne soirée pour vous. Dieu veille sur chacun de nous. Merci.